Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue au deuxième webinaire de la série Regards croisés sur la fiscalité des cryptoactifs organisé par LexisNexis en partenariat avec Compta Online. Pour commencer, quelques mots sur LexisNexis. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Compta Online puisque c'est une longue histoire entre LexisNexis et les experts comptables que nous accompagnons avec des produits dédiés tels que notre plateforme juridique Lexis 360 Experts Comptables, ou encore notre solution Lexis Polyact, logiciel de secrétariat juridique et de rédaction d'actes, la revue Déo Actualité ou encore les ouvrages Lexis Pratique fiscale et sociale. Bonjour à tous, Julien Catanès, donc directeur éditorial de Compta Online, un média 100% digital, communautaire à destination des professionnels du chiffre et particulièrement des experts comptables. On est évidemment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce second épisode de ces webinaires consacrés à la fiscalité des cryptoactifs. Pour rappeler la logique, le premier épisode, le premier webinaire était consacré à des opérations peut-être pas simples, mais en tout cas assez claires d'un point de vue juridique et d'un point de vue fiscal et comptable. Et on a décidé de faire un deuxième épisode pour traiter des opérations moins claires d'un point de vue juridique, soit parce qu'elles sont plus récentes, ou soit parce qu'encore toutes les précisions n'ont pas été apportées. Alors, pour répondre à ces différentes problématiques, on a différents experts qui vont répondre en fin de session à vos questions. Au total, il est prévu de passer 1 heure sur ces sujets. Et donc, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Alexandre Lourimi, qui est avocat fiscaliste, cofondateur du cabinet Orwell, un cabinet qui est spécialisé sur les enjeux juridiques et fiscaux des cryptoactifs et auteur d'un ouvrage chez LexisNexis. Blanche Savary de Beauregard, directrice M&A Tax and Customs chez Ledger, le champion français de la sécurisation des cryptoactifs que l'on connaît bien. Fabrice Sevra, expert comptable et commissaire aux comptes dans un cabinet à taille humaine avec une prédominance de dossiers dans le secteur de la blockchain. Et Pierre Morisot, cofondateur et CEO de Waltio, donc l'assistant fiscal d'actifs numériques pour aider les crypto-propriétaires dans leur fiscalité et comptabilité. Alors, évidemment, une petite précision sur le périmètre de ce webinaire. On t'entend pas, Charlotte. Excusez-moi. Il nous était évidemment impossible de vous parler de l'ensemble des opérations complexes sur les cryptoactifs en 1 heure, voire même en 2. Donc nous avons dû faire certains choix. Nous avons donc décidé de vous parler, après avoir introduit le sujet, notamment avec la typologie des opérations complexes. Nous vous parlerons donc du mining, du staking, des forks et du lending. Ensuite, cette session durera 45 minutes sur le fond et nous aurons ensuite 15 minutes de questions-réponses. Je profite du coup de cet instant pour vous parler des problématiques un petit peu techniques. En effet, nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros coupés lors de l'ensemble des interventions. Vous pouvez en effet poser toutes vos questions par écrit via la boîte de dialogue réservée à cet effet sur la droite de votre ordinateur sous l'onglet questions. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à télécharger la présentation PowerPoint dans l'onglet documents à distribuer. Vous pourrez comme ça y accéder pendant toutes les interventions. Enfin, si vous avez des difficultés pour vous connecter lors de la session, vous pouvez vous connecter via le numéro de téléphone qui est dans l'invitation que vous avez reçue en tapant le code PIN. Voilà, j'en ai fini avec ces aspects un petit peu techniques et je laisse la parole à Pierre Morisot pour introduire notre sujet. Super, merci beaucoup, merci Charlotte, merci Julien. Je veux bien que vous allez sur le prochain slide. Et alors, je pense que peut-être pour recadrer et pour aussi faire suite par rapport au précédent webinaire, une des premières obligations et qui est spécifique aux actifs numériques est la nécessité de suivre et de retracer individuellement chacune des transactions. Donc, ce n'est pas le même système de calcul de plus-value que pour d'autres actifs classiques. Mais il y a cette obligation en fait d'identifier les sources de revenus donc de chacun des dépôts sur un compte et des retraits. Une deuxième information pour aussi mieux saisir les enjeux qui sont associés aux opérations complexes, c'est de comprendre en fait quelles sources d'informations on utilise pour faire ces calculs de plus-value.
et au moins les déclarations fiscales. Il y en a plusieurs. La première, donc, c'est évidemment aller chercher sur, donc, comme ces blockchains sont des blockchains publiques, il y a des explorateurs de blockchain. Et donc, on se connecte sur ces explorateurs pour aller chercher certaines informations, notamment les informations associées au wallet. Les deuxièmes types d'informations, c'est les intermédiaires de change. Ces plateformes d'échange ont des obligations réglementaires d'identifier leurs clients, mais aussi de conserver l'historique de transactions, dépôts et retraits de l'intégralité de leurs clients. Et donc, c'est en obtenant ces documents, ces fichiers, et en retraçant l'intégralité des transactions depuis la toute première opération du compte, que tous les ans, on peut calculer et déclarer correctement les plus-values. Et enfin, troisième source d'information qui est utile pour calculer et déclarer les gains, ça va être d'utiliser les fournisseurs de données. Concrètement, c'est des agrégateurs de prix. Dans l'univers des actifs numériques, et il n'y a pas en fait d'une donnée unique fiable sur les valeurs des prix, et donc plusieurs sources sont possibles, et cela permet donc notamment lors des opérations de valoriser les portefeuilles. Peut-être pour aussi donner un peu plus d'idées sur l'enjeu associé aux opérations complexes. Donc, on est un logiciel fiscal qui s'adresse donc tant aux professionnels qu'aux particuliers, enfin avec Waltio, et on a vu que cette année, dans la déclaration fiscale, 70% de nos clients avaient au moins une opération complexe. Et donc, il y a un enjeu qui est réel associé à ces opérations complexes, qui est de justement savoir comment les calculer et comment est-ce que celles-ci impactent comment les enregistrer et comment celle-ci impacte le calcul de plus-value, parce que ne serait-ce qu'une opération permet de fausser intégralement la déclaration fiscale du contribuable. Je veux bien que vous allez au prochain slide, s'il vous plaît. Et donc, en fait, pour présenter justement, pour reprendre ce que disait Charlotte, je vais présenter rapidement même si la liste est non exhaustive des opérations complexes, on ne pourra pas aborder en une heure celle-ci. Il y a évidemment plusieurs heures de réflexion, de discussion. Donc, pour au moins les cadrer, premier point, c'est les opérations qui sont associées à des opérations de marketing. Donc, il y a ce qu'on appelle reward, les airdrops, mais aussi les cashbacks, type d'opération qui s'est beaucoup démocratisé depuis un an, notamment avec le déploiement des cartes de paiement en crypto-monnaie, qui permet en fait de recevoir ces différentes cashback. Et donc, on en voit de plus en plus, et il y a un enjeu associé à l'enregistrement de ce type d'opération. Un deuxième point, c'est donc les rémunérations qui sont donc, en contrepartie de la participation au bon fonctionnement du réseau, donc de la blockchain, tel que le mining ou le stacking. On abordera ces sujets. Pour recadrer, ce type d'opération n'existe pas dans la finance traditionnelle parce qu'elle est gérée essentiellement par les banques centrales ou à la rigueur certaines parties peut-être par les banques commerciales, mais c'est une question qui est d'un point de vue calcul de plus-value qui est complètement spécifique aux actifs numériques. Et enfin, d'autres types d'opérations complexes, essentiellement celles qui se sont aussi développées depuis un an, qui sont telles que la finance décentralisée. Donc, on entend par là les opérations associées au lending, au farming. Il y a aussi donc les opérations de fork de coin qu'on abordera. Donc voilà ces types d'opérations. Celles-ci, certaines peuvent être, on va dire, des opérations, des revenus passifs, d'autres actifs et en fait donc une rémunération de contribution au réseau, une contribution au déploiement d'une crypto-monnaie. Mais voici toutes les principales opérations. Merci beaucoup, Pierre. Ah, oui, c'est bon. Okay. Ouais, c'est nickel. Ok, donc on va rentrer peut-être maintenant dans une première opération concrète après ce tableau. Merci beaucoup pour l'avoir dressé. Avec le mining, et Blanche va commencer par nous faire une présentation générale et une analyse juridique générale de ce type d'opération, avant qu'on parle plus en détail de la fiscalité des particuliers et des professionnels avec la comptabilité associée. Blanche, je te laisse. Julien. Alors effectivement, comme l'a dit Pierre, le mining, c'est assez révolutionnaire en termes de raisonnement. Qu'est-ce que c'est que le mining? C'est le premier mode de validation, le mode de validation historique qui a été inventé avec les premières blockchains et particulièrement avec la blockchain Bitcoin. Et donc, c'est des blockchains qu'on catégorise comme des blockchains de proof of work, donc la preuve de travail. Et comment ça marche? La preuve de travail, c'est que pour valider des opérations sous forme de blocs, d'où le nom blockchain,
il faut que des mineurs, donc des validateurs en fait, on les appelle des mineurs, effectuent des calculs mathématiques complexes qui permettent de valider les transactions et de valider les blocs. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mineurs, c'est des personnes qui ont, ou des groupes de personnes d'ailleurs, qui ont du matériel informatique très puissant, de l'électricité, et puis surtout du temps et des connaissances mathématiques. Et comment ça se passe derrière? C'est par exemple sur la blockchain Bitcoin, un mineur qui valide un bloc est récompensé par l'émission de nouveaux bitcoins. C'est comme ça que les bitcoins sont émis. Et donc, c'est comme ça qu'il est rémunéré aussi. Il y a aussi une commission de transaction, mais ça, c'est un peu plus classique. Surtout, c'est ce mineur qui veut valider un bloc, il est mis en concurrence avec d'autres mineurs. Donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de mineurs qui travaillent en même temps sur les mêmes opérations, sur la validation des mêmes opérations. Et il y a une prime au plus rapide et donc un aléa sur le fait que le travail qu'on fournit va permettre d'obtenir une récompense. Je veux bien que vous passiez la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, juridiquement, on peut se demander quel est ce nouvel objet, voilà, ce nouveau travail, comment on le qualifie et quelles conséquences ça peut avoir en comptabilité, en fiscalité ou autre. Ça ressemble quand même fortement à un travail, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment la rémunération qui est allouée, c'est la rémunération d'un travail ou d'une prestation? On ne sait pas bien qui est le donneur d'ordre ou l'employeur, puisque par exemple, dans la blockchain Bitcoin, il n'y a pas de personne derrière, ou en tout cas pas de personne identifiée. Il n'y a pas de contrat, ou alors il est très très implicite. Et puis surtout, il n'y a pas d'automaticité entre le travail et le gain, contrairement à ce qui se passe en général quand on travaille. Il y a un vrai aléa sur le fait qu'on va obtenir la fameuse récompense. Et il n'y a pas vraiment de corrélation non plus entre le travailleur et la blockchain, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé au préalable d'avoir des bitcoins. Hein. Il va gagner des bitcoins, mais il n'est pas obligé d'avoir des bitcoins pour rentrer dans le schéma. Donc tout ça peut amener à se demander si c'est une rémunération, une récompense, un gain et de quelle nature, ou si c'est tout simplement la blockchain qui a sa propre inflation. D'ailleurs, c'est comme ça que le nombre de bitcoins augmente. Je ne sais pas si Fabrice, tu as des compléments, sinon… Si justement, c'est que justement la définition juridique, enfin l'analyse que tu en as faite est fondamentale. C'est ce qui va nous orienter en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes sur des schémas comptables qu'on va accepter ou pas. Donc il faut y passer le temps nécessaire généralement, parce que bien analyser le protocole sous-jacent. C'est-à-dire si on fait du mining de proof of work ou si on va faire après on va dire du staking, ce qu'on va voir juste après. Donc il y a toute une analyse à faire, et sachant que cette analyse, quand on a dit est-ce qu'il y a une relation entre le mineur et du coup est-ce qu'il y a une prestation qui est payée ou pas, bah, ça va impacter du coup l'éventuel, je mets bien entre guillemets, l'éventuelle problématique de TVA. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'analyse du mining pour compléter ce que tu as brillamment énoncé. Et donc, c'est Alexandre qui nous parle des conséquences fiscales pour les particuliers. Oui, alors, comme tu l'as dit, en matière de fiscalité des particuliers, comme pour les professionnels, le traitement fiscal dépend quand même en grande partie de l'analyse juridique de l'origine du revenu. Et le caractère aléatoire des revenus pouvait laisser penser au départ que on aurait pu s'orienter vers… on aurait pu même se demander si les revenus de minage étaient une source de profit au sens du Code général des impôts, dans la mesure où, comme tu l'as dit, un travail très important et des frais très importants sont parfois déployés pour un revenu qui est totalement aléatoire. En revanche, dans la plupart des protocoles, de ma compréhension, plus des ressources sont consacrées à l'activité, plus les probabilités d'obtenir un gain sont fortes. Et donc, de ce fait, on peut considérer qu'au sens fiscal, c'est une source de profit. Et c'est pour ça que le Conseil d'État a été amené dès 2018 à parler en tout cas évoquer ce traitement fiscal. En 2018, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la doctrine fiscale, le Conseil d'État a estimé que les gains de cession d'actifs numériques reçus en contrepartie de minage étaient en fait imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Certains ont vu une décision de portée générale en matière de minage qui tendrait à dire que tous les particuliers qui perçoivent des revenus de minage, des gains par l'intermédiaire
d'un tiers ou d'une solution informatique sont imposables en BNC. À mon sens, c'est surinterpréter cette décision parce que la décision a été prise dans un certain contexte qui n'est plus vraiment celui d'aujourd'hui. Premièrement, elle a été prise dans un contexte de recours pour excès de pouvoir, déjà, dirigé contre une doctrine administrative et en matière d'achat-vente d'actifs numériques. Le Conseil d'État s'est positionné vraiment de manière subsidiaire sur le minage. Le deuxième élément de contexte, c'est que cette décision a été rendue en 2018 à un moment où aucun régime spécifique d'imposition des actifs numériques n'avait été adopté par le législateur. Et le troisième élément de contexte, c'est qu'elle a été rendue à un moment où les solutions de minage qu'on connaît aujourd'hui et qui sont mises à disposition des particuliers n'existaient pas vraiment ou étaient très peu développées. Je dis ça parce que, en fait, estimer que le gain de cession en euros est imposable dans la catégorie des BNC pose deux questions principales. La première, c'est quel est le fondement de ce report de l'imposition? C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on impose en BNC au moment où on cède en euros, alors que le revenu est perçu au moment où on perçoit l'actif numérique, sauf à considérer qu'un actif numérique n'est jamais susceptible de constituer un revenu. Et dans ce cas-là, payer quelqu'un en actif numérique voudrait dire que cette personne n'aurait pas à déclarer ce revenu au seul motif qu'il recevrait des actifs numériques. Donc, il y a une logique juridique qui est pas tellement claire sur cette position, et surtout que le seul fondement logique de cette décision serait de partir du principe que on dit que c'est du BNC parce que en fait le mineur participe en fait à l'accroissement de la valeur de l'actif numérique reçu, ce qui n'est pas le cas puisque le mineur n'a pas d'influence sur le cours de l'actif numérique. Tout ça pour dire que c'est assez pénalisant pour les particuliers puisque ils voient la totalité de la valeur de l'actif numérique reçu au titre du minage imposée dans la catégorie des BNC, qui est une catégorie soumise au barème progressif d'impôt sur le revenu avec éventuellement les prélèvements sociaux, alors même qu'une grande partie de cette valeur, c'est-à-dire la différence entre la valeur de l'actif numérique lorsqu'il le reçoit et sa valeur lorsqu'il le vend, n'est pas du tout la contrepartie d'un travail fourni. C'est un gain en capital, puisque cette valeur résulte seulement de la différence de cours entre ces deux moments. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qu'on a sur la fiscalité du minage pour les particuliers. Hein, cette décision du Conseil d'État et cette recommandation d'aller vers les BNC au moment de la cession en euros et non au moment de la perception des cryptos. Je suis persuadé que ça va évoluer. Le rapporteur public sur cette décision a lui-même souligné que sur le minage, c'était pas clair de se contenter de cette précision et que des cas d'espèce, au fur et à mesure, permettront en fait de préciser le régime fiscal applicable pour les particuliers. Merci Alexandre. Là, on passe peut-être à la partie professionnelle avec Fabrice, si tu veux enchaîner. Et à la slide suivante. Voilà, parfait. Ouais. Merci. Alors, autant si les juristes et les fiscalistes sont plutôt bien lotis en termes de réglementation, texte en jurisprudence, nous, on n'a rien. Donc, en gros, on a relativement peu de choses. Nous, il y a deux choses qui nous concernent principalement, c'est la reconnaissance du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on va comptabiliser, c'est-à-dire vous avez miné toutes les 10 minutes, vous avez des rewards. Est-ce que je vais comptabiliser toutes les 10 minutes en comptabilité le reward reçu converti en euros? Donc ça fait comme un paquet d'écriture. Ou est-ce que je constate que en fin d'année, le stock de crypto? Ça, c'est pas du tout tranché. Donc c'est au cas par cas. Ce qu'on voit apparaître, ce que je préconise pour prendre le moindre risque, c'est au moins comptabiliser à la journée les gains un peu comme un commerçant, un Z de caisse, c'est-à-dire une centralisation de tous les gains convertis en euros. Enfin, converti au sens comptable, vous ne faites pas la conversion en euros sur une plateforme d'exchange, c'est pas le but. C'est qu'on fait la traduction comptable en euros de ce qui s'est passé. Donc là, on a encore, malheureusement, on n'a quasiment pas d'informations. Ça reste relativement pas clair du tout sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc après, soit on prend le risque de pas comptabiliser le chiffre d'affaires et là, on risque, en cas de contrôle, de s'attirer les foudres de l'administration fiscale. Donc c'est ce que j'ai mis en dessous sur l'impôt société. Voilà. Donc après, il faut bien avoir une méthode qui est constante, sachant qu'il faut bien analyser chaque protocole, bien séparer le chiffre d'affaires qui serait issu de tel cryptoactif
Donc voilà, donc en termes de minage, ça c'est relativement compliqué. Et à l'inverse, par contre, ce qui est relativement clair, c'est que tous les appareils de minage qui ont été décrits par Blanche et par Alexandre et par Pierre, c'est que les machines puissantes qui ont été acquises, bien entendu, seront une immobilisation au sein du bilan de la société et seront amortissables. Donc ça c'est à peu près le seul point où il y a assez peu d'ambiguïté. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Il y a juste, alors le pendant. La deuxième chose qui nous intéresse en tant qu'expert comptable, même si c'est du domaine des fiscalistes, c'est la TVA. C'est est-ce que la prestation de minage qu'on a réalisée au sein d'une entreprise commerciale, donc là je suis bien dans une structure juridique, personne morale, est-ce qu'on doit collecter ou pas la TVA? Bon, ça relativement, on a la réponse de manière informelle à travers des rescrits fiscaux où l'administration fiscale, je fais une synthèse, un raccourci, considère qu'on n'a pas à assujettir à TVA. Voilà. Par contre, à contrario, c'est un petit peu, donc ça, ils nous répondent ils nous répondent, je dirais pas clairement, mais ils nous répondent sur cette problématique-là. Par contre, la TVA qui a grévé les achats, c'est-à-dire la TVA que vous avez eu éventuellement sur vos serveurs, à voir si vous souhaitez la récupérer ou pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi, c'est pas, on manque un petit peu de clarification fiscale et j'attends le texte comptable de l'autorité. Alors l'ANC, l'acronyme ANC, c'est Autorité des normes comptables. On attend un règlement qui viendrait, comme ça a été fait pour les ICO et pour les prestataires de services sur actifs numériques, on aimerait bien un texte au moins sur les mineurs. Voilà. Sachant qu'on a de moins en moins de mineurs de proof of work en France du fait du simple coût de l'électricité. Mais on a quand même encore un bon paquet où il faut bien quand même produire une comptabilité probante qui soit exempt de tout problème en cas de contrôle fiscal. Oui, sur la TVA, je vais ajouter un petit mot. Il y a quand même une petite précision par la mise à jour de la base BOFIP et de ma compréhension en tout cas, l'administration fiscale considère qu'il n'y a pas de lien direct et donc le lien direct étant une condition pour être dans le champ de la TVA, la prestation de minage n'est pas dans le champ de la TVA parce qu'on ne peut pas considérer que le mineur fournit une prestation individualisée à quelqu'un en particulier, qui serait par exemple quelqu'un qui utilise la blockchain Bitcoin pour faire une transaction, mais considère que le mineur fournit une prestation à l'ensemble du réseau et donc que ce n'est pas une prestation individualisée. Donc hors champ, du coup, ce qui pose après la problématique si on est hors champ de ce qu'on appelle la taxe sur les salaires. Exactement, hors champ, donc taxe sur les salaires et limitation du droit de déduction quoi, sur la fraction hors champ. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces précisions donc, sur les opérations de mining. Nous allons désormais passer aux opérations de staking, en commençant par une présentation des opérations, puis une analyse juridique pour enfin arriver à la fiscalité de ces opérations. Et je laisse du coup la parole à Blanche. Merci. Alors, les opérations de staking, donc c'est un second mode de validation sur d'autres blockchains avec des protocoles différents. C'est des protocoles qui sont apparus plus récemment et un mode de validation plus moderne, notamment parce que certains se sont émus du fait que justement, vous l'aurez compris, la validation proof of work, elle est assez consommatrice de travail et d'électricité, et donc un deuxième mode de validation a été imaginé, qui est plus patrimonial, plus politique aussi. C'est peut-être des réflexions un peu théorie politique qui étaient derrière ça aussi. Donc l'idée de base, c'est que les validateurs, ça doit être des gens qui ont intérêt à ce que la blockchain fonctionne de manière vertueuse et à ce que cette blockchain ne comporte pas d'opérations frauduleuses ou autres. Et donc, comment s'assurer qu'ils aient cet intérêt? Il faut qu'ils aient un enjeu personnel et patrimonial à ce que cette blockchain fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle proof of stake, preuve d'enjeu. Donc, qui sont les validateurs dans ce type de protocole? C'est les porteurs de jetons d'une blockchain qui ont accumulé suffisamment de ces derniers depuis suffisamment longtemps, éventuellement, selon les protocoles, pour qu'on leur fasse confiance pour valider les transactions. Bon, évidemment, il y a des garde-fous. Et en pratique, pour s'assurer de leur plein engagement dans cette validation vertueuse, on leur demande de mettre un certain nombre de jetons, un nombre assez important par hypothèse, sous ces caisses ou de les hypothéquer ou en tout cas de les mettre en collatéral, quel que soit le mode employé. Une bonne application de ce type de validation, c'est le protocole Tezos. Donc le protocole Tezos, il fonctionne très brièvement de la manière suivante. Les transactions sont validées via un consensus qui est basé sur la délégation. Ça veut dire que chaque porteur de thèse a un droit d'enjeu proportionnel à son nombre de thèses qu'il peut déléguer à des validateurs qui auront
au préalable montrer leur volonté d'être validateurs en faisant cette mise en collatérale d'une partie de leur thèse eux-mêmes. Et donc, on peut lui déléguer à ce validateur une partie, enfin, on peut lui déléguer son enjeu, donc ses droits de vote en quelque sorte, en votant pour lui. Et ainsi, le délégataire qui va valider les transactions va obtenir des récompenses, donc des nouveaux thésos qui sont émis pour le récompenser, et va rétrocéder une partie de ces récompenses aux personnes qui ont voté pour lui. Donc c'est là qu'on pressent que ça peut être intéressant et un peu compliqué juridiquement. Et on va regarder ça, slide suivante. Donc l'idée, c'est que il y a deux pans à analyser. D'une part, qu'est-ce que c'est que cette rémunération du staker sur le plan juridique? Donc là encore, on peut se demander si c'est la rémunération d'un travail, avec un peu les mêmes questions. Sauf que là, il y a une connexion préalable du staker avec la blockchain, puisque au préalable, il détenait suffisamment de tezos pour être éligible. Mais justement, le fait que ce soit aussi corrélé avec les actifs qu'il détenait, on peut se demander si c'est pas ses actifs qui sont rémunérés plutôt que son travail. C'est-à-dire que ça ressemble quand même à la rémunération de ses actifs, d'autant plus qu'elle est proportionnelle au montant du collatéral qui est laissé. Bon, cependant, on peut tempérer cette idée par le fait qu'il y a quand même une action de validation qui est nécessaire, malgré tout. Donc, on a une sorte d'hybride, rémunération du capital, rémunération du travail. On peut même se demander si c'est pas là aussi la pure inflation de la blockchain, d'autant plus qu'elle est rétrocédée à l'ensemble des votants. Donc là aussi, on a un sujet intéressant. Et puis également un enjeu régulation, dont je crois, Fabrice, tu as une précision. Tout à fait. Alors, si vous commencez en tant que tiers à recevoir en fait, vous recevez des fonds qui vous sont délégués pour faire du staking, bah, se pose la question d'être considéré comme PSAN, donc prestataire sur actifs numériques. On le voit, on a aussi des sociétés commerciales qui commencent à se créer et du coup à recevoir les fonds. Donc ça, j'attire juste la vigilance là-dessus parce que là, on est clairement, vous détenez des cryptoactifs de tiers, donc on est en plein, enfin, tout dépend par quel biais on l'analyse, mais on est pour moi clairement dans le régime des PSAN, qui est pas tendre en ce moment, si vous regardez un petit peu l'actualité. Donc il faut être quand même assez précautionneux dans ce qu'on fait au niveau du staking, tout simplement en tant que professionnel, bien entendu. Si vous êtes un particulier qui le fait sans cadre fiscal, enfin sans cadre juridique encadré, bon, après vous prenez vos risques, mais voilà. Donc juste, j'avais juste demandé à ce qu'on rajoute du coup ce problématique d'enjeu de régulation qui va être de plus en plus prenant, sachant que maintenant il faut un enregistrement et les conséquences en cas de non-respect sont assez dissuasives. Voilà. Donc le deuxième pan. Pardon. Ouais, tout à fait. C'est une infraction pénale du coup. 30 000 € et 2 ans, je crois à peu près, un truc comme ça, quelque chose dans le genre. Donc, bon, avis aux amateurs. Le deuxième pan des questions qu'on peut se poser, c'est ce qui concerne la rémunération des votants, et c'est la slide suivante. Donc les votants, comme je vous ai dit, ils délèguent une partie de leur enjeu à un validateur, et on peut se demander, c'est sûrement un peu tordu, et j'espère que ça l'est, mais si en faisant ça, ils n'ont pas mis tout simplement leurs jetons en société avec le délégataire. Donc ce serait une société en participation. C'est un peu l'arme nucléaire, la société en participation, donc on n'a vraiment pas envie que ce soit le cas. Parce que ça voudrait dire qu'il perçoit des dividendes et puis surtout qu'il faut imposer un résultat au niveau de la société, faire une comptabilité, etc. Donc, il y a assez peu d'indices en ce sens. On est peut-être assez optimiste, mais quitte à faire l'analyse juridique, autant aller jusqu'au bout. Sinon, on peut se demander s'ils perçoivent des intérêts sur les jetons qu'ils ont délégués. Et surtout, on peut se demander si c'est vraiment eux qui sont rémunérés par cette rétrocession de l'inflation en fait de la blockchain, ou si c'est pas plutôt les non-votants qui sont punis de ne pas avoir voté en n'ayant pas de rétrocession d'intérêt, et ainsi ils subissent de plein fouet l'inflation. Donc est-ce que vraiment c'est une rémunération que perçoivent les votants quand on les rétrocède des intérêts? La seule chose qui est certaine, c'est que si revenu il y a, c'est des revenus passifs. Donc je crois qu'on peut attaquer l'analyse fiscale avec Pierre sur les particuliers. Ouais. Ben, merci beaucoup. Pour aller donc au prochain slide et sur la partie pure associée à l'analyse fiscale, déjà, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte. Aujourd'hui, le cadre fiscal qui est appliqué donc dans le cadre de la fiscalité des particuliers, c'est la loi de finances de 2019, donc qui a été travaillée, construite durant l'année 2018. Et tant Bitcoin a maintenant plus de 10 ans, le stacking était à cette époque très peu utilisé et absolument pas autant démocratisé que maintenant. Donc, à l'heure actuelle, on a
ni cadre fiscal, ni amendement ou jurisprudence qui permettent en fait d'avoir une position particulièrement claire sur le sujet. Donc, je pense que je fais vraiment référence à la fiscalité donc en tant que particulier et d'une personne donc, qui stackerait. La réflexion elle va de se dire est-ce que le fait de percevoir, donc d'avoir des dépôts, de percevoir ses revenus, est-il un fait générateur de l'impôt? Je pense que les deux, en tout cas la réflexion se pose et les deux avis peuvent se défendre. Si c'est un fait générateur de l'impôt, mais dans ce cas-là, concrètement, on applique les modalités déclaratives, c'est-à-dire donc le calcul de la plus-value, être capable de valoriser donc le prix d'acquisition net brut, calculer, valoriser aussi l'intégralité du portefeuille, les fractions de capital donc initialement utilisées. Et si ce n'est pas un fait générateur de l'impôt, qui est d'ailleurs l'option qu'on a pris et mis en place dans notre logiciel, dans ce cas-là, en fait, on ajoute les jetons déposés. C'est une information pour votre calcul futur. On ajoute ces jetons déposés à votre portefeuille à une valeur 0. Et après, donc, sont complètement intégrés ces revenus. Et après, lors des différentes opérations imposables réalisées par la suite, il y aura l'intégralité des calculs et des modalités déclaratives. Je vais peut-être laisser Fabrice vous préciser les modalités associées aux entreprises. Ouais, juste sur la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, sur le staking, alors c'est une interprétation que j'ai faite. En fait, il y a un règlement de l'autorité des normes comptables qui est sorti en date du 24 juillet 2020, qui traite des emprunts, des prêts et emprunts du coup sur les jetons numériques. Donc j'ai essayé de faire le parallèle. Donc c'est qu'une interprétation de ma part. Du coup sur la méthode de comptabilisation. Donc il faut bien voir chez le baker et chez le délégateur, parce qu'il y a deux opérateurs. Du coup il y a bien la personne qui opère sur le nœud, qui a reçu les fonds, et on a bien le délégataire qui a envoyé ses fonds sur le nœud. Donc ça ne sera pas les mêmes méthodes de comptabilisation. Donc si vous êtes baker, c'est-à-dire que vous faites vraiment les opérations, c'est votre nœud réseau qui valide les transactions. Moi, je préconise de le mettre en jeton emprunteur 524, du coup, à la date de la délégation des fonds, converti en euros. Et à la fin, il faudra comptabiliser du coup une dette vis-à-vis de la personne qui vous a délégué les fonds, d'accord, qu'on va revaloriser à la date de clôture. Et éventuellement, si ce token a perdu de la valeur entre le moment où on a reçu les fonds et le moment où on fait le bilan, au 31 décembre ou à votre date de clôture, il faudra faire une dépréciation comptable. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai tranché que la moitié du problème, parce que la reconnaissance du chiffre d'affaires, c'est-à-dire tous les X pourcentage de temps, bah, va falloir voir comment est-ce qu'on le calcule, à quel moment on va faire la reconnaissance du chiffre d'affaires. Et là, c'est pas clair du tout. Donc, pareil, ce que moi je préconise, c'est au moins une centralisation à la journée, puisque l'activité même de l'emprunteur, enfin du baker, c'est de valider des transactions. Du coup, donc son chiffre d'affaires, c'est uniquement composé ça de uniquement des revenus issus du staking. Donc, en théorie, il devrait le mettre au moins en chiffre d'affaires. Voilà. Et après, il faut vraiment aller voir dans le protocole, parce qu'il n'y a pas le staking recouvre différentes réalités. Par exemple, le Cardano n'a pas les mêmes règles de reward que le Tezos. Donc, est-ce que les fonds vont passer par le délégataire ou pas? Ça ne sera pas les mêmes schémas d'écriture. Donc, théoriquement, pour chaque crypto actif staké, il va falloir faire un schéma d'écriture différent chez le baker. Donc, c'est un travail assez lourd, assez fastidieux, parce que vous doutez bien que les CSV, on ne peut pas que les prendre et les mettre en comptabilité, hein, ça ne marche pas comme ça, il faut les retravailler, sachant que la comptabilité, elle est en euros, pas en cryptoactifs, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on doit faire les conversions. Et on doit gérer aussi tous les écarts de centimes, ce genre de choses, hein, les poussières, les satoshi, on ne peut pas les mettre en compta. Une compta, je le rappelle, c'est avec 2 chiffres après la virgule, hein, ça s'arrête là. Donc, il faut gérer aussi tous les écarts, plus les variations de cotation. Donc, en fait, on retrouve du côté baker les mêmes problématiques que le minage, c'est-à-dire la reconnaissance du chiffre d'affaires. Où là, c'est encore relativement nébuleux. Après, il y a plusieurs hypothèses de travail, sachant qu'il faut s'y tenir. Il ne faut pas changer en cours de route en disant cette méthode est peut-être plus intéressante que celle que j'utilisais auparavant. Il faut vous fixer une méthode. Et après, vous pouvez très bien passer par un rescrit pour poser la question sur la reconnaissance du chiffre d'affaires. Est-ce que l'administration fiscale vous suit ou pas? Voilà ce que je peux dire sur l'emprunteur. Si on peut passer sur la slide d'après. Pour le délégateur, donc là, ça sera un tout petit peu différent. Du coup, ça va être relativement simple. Ça va être un compte 52, du coup, pour ceux qui sont comptables, c'est-à-dire jetons détenus. Donc, vous allez mettre à l'actif de votre bilan avec une contrepartie 512. Donc, vous allez matérialiser la sortie de trésorerie de votre bilan, enfin, au moment où vous avez fait l'opération. Et éventuellement, il va falloir faire une dépréciation comptable, c'est-à-dire si la valeur de marché à la date de clôture du bilan
est inférieur à la date au montant, pardon, est inférieur au montant du cryptoactif que vous avez reçu à la date de transaction, il va falloir faire une dépréciation, c'est-à-dire comptabiliser la différence. Et là se pose la question, est-ce que cette dépréciation comptable, elle est déductible fiscalement? Et ça encore, ça reste relativement nébuleux d'un point de vue, est-ce que cette dépréciation, je peux tendre la perche à Alexandre, mais du coup, ça reste encore relativement nébuleux. Après, pareil, ça en cas de contrôle fiscal, ça va être les dépréciations comptables qui ont été opérées dans le cadre de la comptabilité vont être systématiquement épluchées à la loupe. Merci Fabrice. Donc après le staking et mining, on va passer à un troisième site d'opération avec le cas du fork. Et je laisse une nouvelle fois la parole à Blanche pour une présentation générale. Merci Julien. S'agissant des forks, alors déjà on va définir ce que c'est là encore. Donc c'est un embranchement. Et comment ça arrive? Ça arrive comme quand les validateurs décident de modifier un protocole, par exemple pour résoudre une difficulté que la vie d'une blockchain aurait révélée. Par exemple, on trouve que les validateurs sont trop rémunérés, pas assez rémunérés, que les modalités de validation font qu'ils ne peuvent pas valider assez vite. Donc ça peut être des exemples ou que le mode de validation n'est pas assez sécurisé. Ça peut être des exemples de problématiques où les validateurs se mettent d'accord pour modifier le protocole d'une blockchain. Alors soit ils se mettent d'accord et c'est un soft fork et il y a un consensus et les nouvelles règles de consensus vont être appliquées par tous. Soit ils ne se mettent pas totalement d'accord et il y a deux groupes qui se forment. C'est ce qui s'est passé en 2017 avec Bitcoin et Bitcoin Cash. Et donc, on a un hard fork, un embranchement de la blockchain avec deux nouvelles blockchains qui sont issues de ce désaccord. Pour le cas de Bitcoin et Bitcoin Cash, un problème intéressant avait été révélé, c'est que certains exchanges qui supportaient Bitcoin et donc sur lesquels des porteurs avaient leur Bitcoin ne supportaient pas le Bitcoin issu de l'embranchement, donc Bitcoin Cash, ce qui fait que si en théorie le fork donnait droit aux porteurs d'un Bitcoin à un Bitcoin Cash, en pratique, certains n'avaient pas le contrôle sur ce Bitcoin Cash parce qu'ils n'étaient pas supportés par l'exchange dans lequel ils avaient leur jeton. Slide suivante pour la façon dont on peut analyser ces différentes opérations. S'agissant d'un soft fork, ce qui est un peu la version facile, on peut se demander si, alors dans le cas où le nouveau coin vient remplacer, enfin il y a une sorte de nouveau coin ou en tout cas un coin qui a des nouvelles caractéristiques, un jeton qui a de nouvelles caractéristiques. Est-ce que c'est un échange, c'est-à-dire on fait disparaître l'ancien jeton et on acquiert un nouveau jeton? Ou est-ce que c'est une simple modification, parfois superficielle d'ailleurs, des caractéristiques d'un actif préexistant? Donc ça, c'est une question qui peut avoir pas mal d'enjeux, notamment en comptabilité. S'agissant d'un hard fork, là, on peut se demander quelle est la nature du nouveau jeton que l'on reçoit du fait de l'embranchement. Alors, c'est une question qui s'est posée notamment devant les tribunaux. On peut se demander, par exemple, si le Bitcoin Cash est le fruit du Bitcoin, c'est-à-dire de même que le fruit, on connaît la notion en droit civil, on a l'analogie de l'arbre. Est-ce que le Bitcoin donne droit au Bitcoin Cash comme l'arbre donne droit au fruit? On sent bien qu'on a un problème avec ce raisonnement, mais c'est un raisonnement qui a pu être tenu et des juridictions ont pu décider en ce sens. En tout cas, on voit bien que l'embranchement relève d'une action délibérée qui n'est pas anticipable et que ça heurte un peu la notion de fruit. Est-ce que c'est une attribution gratuite? C'est-à-dire, est-ce que parce que vous avez un Bitcoin, vous avez droit gratuitement à un Bitcoin Cash? Bon, c'est ce qui se passe de fait, mais ça ne résout pas toute la question parce qu'on ne sait pas pour quelle valeur vous devez inscrire, enfin, pour quelle valeur vous recevez le Bitcoin Cash. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question qui est de savoir, est-ce qu'on pourrait aussi dire que c'est une division? C'est-à-dire, j'avais un Bitcoin et après, j'ai un Bitcoin et un Bitcoin Cash, donc c'est bien que quelque part, on a divisé quelque chose peut-être, hein. Sauf que en pratique, Bitcoin plus Bitcoin Cash avait plus de valeur que le Bitcoin initial. Donc là aussi, la réalité heurte un peu les raisonnements intuitifs qu'on peut avoir. Il n'y a pas eu vraiment, ou peut-être que ça arrive parfois, mais en tout cas, il n'y a pas nécessairement d'effet dilutif sur la valeur des jetons initiaux. En tout cas, ce qui est vrai, ce qui rejoint la notion de division, c'est que les jetons initiaux ont été un peu diminués d'une possibilité du fait de l'embranchement, puisqu'ils donnent plus droit au Bitcoin Cash une fois que l'embranchement a été fait. Voilà. En tout cas, toutes ces questions sont assez ouvertes à ce stade et rendent l'analyse fiscale assez complexe. Je crois qu'on peut passer à la fiscalité des particuliers. Alors,
pour la fiscalité des particuliers, c'est le régime fiscal qui s'applique est le même, donc celui aussi qui a été mis en place le 1er janvier 2019. Donc, on a justement cette chance d'avoir ce qui avait été abordé pendant le premier webinaire, une neutralisation des échanges entre crypto-monnaies, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait générateur de l'impôt, donc il n'y a pas l'intégralité des modalités de calcul spécifiques aux opérations, enfin à ces opérations. Donc, les forks aussi, pour revenir, c'est des opérations qui ne sont pas courantes. Évidemment, quand elles arrivent, beaucoup de personnes, ceux qui en détiennent, sont touchés, mais ça reste des opérations quand même, je pense, enfin, ouais, peu courantes. Donc, il y a de fortes chances, enfin, ce n'est pas un fait générateur de l'impôt. Par contre, il faut évidemment suivre et identifier les revenus issus du fork, parce que dans votre calcul de plus-value, ça va arriver comme un dépôt. Et il est important de s'assurer que dans ce dépôt, il est bien vu, non pas comme un transfert entre plusieurs comptes, par exemple, ou que ce dépôt n'est pas, je sais pas, des revenus de salaire, dans quel cas ça augmenterait, on va dire, les cash-in. Je fais bien référence dans la fiscalité des particuliers. Donc, le montant investi, là, c'est vraiment un dépôt qui vient juste augmenter la valeur du portefeuille. Et donc, voici l'enregistrement spécifique par rapport à quand on veut calculer les plus-values pour un contribuable. Peut-être que Fabrice, je vais vous laisser développer la partie enregistrement comptable des revenus issus du fork. Je vous entends pas. Si on peut juste passer sur la slide d'après. Alors, l'autorité des normes comptables on n'a pas de texte clair sur le traitement comptable des forks. À un moment, il faut trancher. Donc, moi, personnellement, j'ai tranché. Donc, sachant que j'avais une version, vous m'auriez contacté il y a 6 mois, j'aurais mis du coup un compte 52, du coup, jeton détenu, avec une contrepartie chiffre d'affaires. Finalement, c'était peut-être un peu hard comme raisonnement parce que vous n'y êtes pour rien, c'est pas lié à votre activité, donc c'était un peu compliqué de vous faire payer de l'impôt société sur quelque chose que vous n'aviez, pour lequel vous n'étiez pas, vous n'avez rien demandé, sachant que les gens peuvent le fork, on peut très bien en bénéficier et s'en apercevoir bien plus tard, une fois qu'on se reconnecte au wallet, et sachant que le cours a pu dévisser, donc ça aurait pu faire une distorsion entre le montant à déclarer et la trésorerie disponible pour payer l'impôt dû en tant que personne morale. Donc j'ai trouvé une comptabilisation un petit peu particulière, c'est-à-dire au bilan, de le mettre en compte 522 avec une contrepartie 478, ce qui permet de ne pas payer de fiscalité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, de pas payer, c'est pas, du coup, ça ne viendra pas s'ajouter à l'impôt société dû, du coup, enfin, à la base de calcul de l'impôt société. En revanche, l'annexe, elle est un petit peu mal traitée en général. Je m'explique, c'est que l'annexe comptable, c'est le document dans lequel on va rédiger toutes les règles et méthodes comptables qui ont permis d'établir les comptes annuels, donc bilan et compte de résultat. Ce qu'on voit, c'est que les gens, c'est un petit peu light. Ce qu'on voit en général, on a des sociétés qui sont spécialisées en crypto. Il n'y a pas un mot quasiment dans l'annexe comptable. Le but de l'annexe, c'est justement de donner de l'information aux tiers, aux lecteurs. Vous, si vous allez télécharger les comptes de n'importe quelle société, de pouvoir comparer deux sociétés qui ont la même activité. Si elles n'ont pas les mêmes règles et méthodes comptables, il va falloir opérer des retraitements. Donc, du coup, c'est important de mettre dans l'annexe comptable, pour ceux qui ont des opérations liées au crypto, de marquer une information. D'une part, pour moi, je me dis c'est une preuve de votre bonne foi de la société en cas de contrôle, puisqu'on l'a mis dans l'annexe et cette annexe, elle est déposée au greffe. Donc, au moins, on a figé dans le temps la méthode comptable qui a été appliquée. Cependant, c'est bien l'annexe, un recueil des règles et méthodes comptables. Donc, on ne change pas les règles et méthodes comptables en cours de route. Sinon, il y a des impacts comptables. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà, donc les forks, voilà, on peut les traiter de cette manière-là, sachant que je vous conseille fortement de les annoncer à mon confrère expert comptable et le commissaire aux comptes, parce que les forks, on ne peut pas forcément facilement les détecter, parce qu'il n'y a pas eu d'opération en tant que telle entre vos wallets, du coup. Donc, je vous conseille fortement de les déclarer, on va dire, dans le cas d'une personne morale, parce que maintenant, on a des checklists, donc on peut assez facilement voir si vous avez bien tout déclaré. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur les forks. Donc, une information comptable, du coup, une traduction comptable qui est relativement simple, et surtout essayer de renseigner au mieux l'annexe comptable. Ça vous rendra service par la suite. Merci beaucoup Fabrice. Du coup, je vais désormais laisser la parole à Alexandre pour vous présenter les opérations de lending. Oui, alors on va terminer sur ce type d'opération. Là, on a présenté des opérations qui étaient complexes au sens où elles posaient des difficultés supplémentaires au traitement de simples opérations d'achat et de vente. Là, je vais parler d'une opération qu'on appelle le lending et en fait qui consiste en un prêt, plus simplement.
et une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un phénomène un peu plus global qui est celui de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est un écosystème technologique qui consiste en fait à reproduire les mécanismes financiers traditionnels dans un contexte décentralisé et pair à pair. Alors évidemment, on peut parler du caractère décentralisé ou non, mais c'est l'idée et le but étant de pouvoir désintermédier toutes ces opérations. Dans le contexte du prêt, donc qui est à la base de la finance traditionnelle comme de la finance décentralisée, dans le cadre d'un prêt, l'idée est que tout utilisateur, sous pseudonyme d'ailleurs, peut aller emprunter des actifs numériques pour une durée indéterminée en payant des intérêts très très classiquement. Le prêt étant pseudonyme, décentralisé et en pair à pair, il y a un mécanisme pour garantir que ce prêt sera bien remboursé. C'est celui aussi classique de la collatéralisation d'actifs. Et donc, pour pouvoir emprunter un prêt, il faut collatéraliser au préalable un autre actif numérique. Donc, on peut emprunter n'importe quel jeton en collatéralisant de l'Ether, par exemple, un montant d'Ether supérieur au montant du prêt. Donc, c'est un phénomène qui se développe quand même de manière assez considérable, puisqu'en un an, le montant de ces prêts est passé de moins de quelques centaines de millions de dollars à plus de 7 milliards aujourd'hui. Et c'est une opération qui, fiscalement, est susceptible d'avoir plusieurs conséquences et des conséquences qui sont également indésirables. Et comme dans toutes les opérations précédentes, c'est des conséquences qui résultent du fait que les cryptos sont considérés comme des biens meubles alors qu'elles ont un usage qui s'approche de celui de la monnaie. Donc ça cause plein de frictions, comme celle qu'on va voir sur le slide suivant. Il y a trois principaux points qui peuvent être problématiques. Le stade déjà du collatéral, savoir si le fait de collatéraliser des cryptos constitue un fait générateur. En principe, non, puisqu'il n'y a pas de cession à titre onéreux. Les cryptos sont seulement déposés en garantie et elles n'ont pas vocation, enfin, l'utilisateur n'a pas vocation à en être dépossédé. Seulement, si le collatéral est liquidé, c'est-à-dire si la valeur du collatéral arrive en dessous de la valeur du prêt, le protocole vend automatiquement ce collatéral pour pouvoir couvrir le prêt et le garantir. Dans ce cas-là, à ce moment-là, fiscalement, à mon sens, on devrait y voir un échange, tout simplement, puisque l'opération est dénouée et au final, elle se termine par l'échange du collatéral contre l'actif numérique emprunté. Et l'échange est traditionnellement en fiscalité assimilé à une cession à titre onéreux. Et à ce moment-là, donc, on pourrait constater un fait générateur d'imposition pour l'application du régime des plus-values sur actifs numériques des particuliers. Donc, c'est pas quelque chose qui est problématique, puisque comme Pierre l'a rappelé, le régime prévoit une neutralisation des échanges entre actifs numériques. Donc, quand on est dans le cadre d'un prêt en actifs numériques collatéralisé par d'autres actifs numériques, la liquidation du collatéral n'a aucune conséquence puisque cet événement en principe taxable est neutralisé. En revanche, ces prêts existent également en monnaie et en cours légal, donc c'est possible d'emprunter des euros en mettant en garantie des bitcoins. Dans ce cas-là, si le collatéral en bitcoin est liquidé, on devrait considérer qu'il y a un échange d'euros contre des bitcoins au moment de la liquidation. Et cet échange, n'étant pas neutralisé, il constituerait un fait générateur d'imposition qui imposerait de déclarer, de calculer sa plus-value. La deuxième difficulté, c'est le traitement en fait des cryptos empruntés, parce qu'on l'a vu pendant le webinaire précédent, désormais la méthode de calcul est globale et donc chaque cession d'actifs numériques déclenche l'imposition d'une fraction de la plus-value latente globale du portefeuille. Et donc la question c'est de savoir si est-ce que le fait de dépenser, enfin de céder en euros par exemple un actif numérique qu'on a emprunté déclenche cette imposition à l'échelle globale. En principe, oui, parce que rien ne prévoit le contraire et le Code général des impôts prévoit que c'est le cas sans exception. En revanche, il y a peut-être des petits retraitements à faire dans le calcul de la valeur globale du portefeuille qui est artificiellement gonflé si on prend tous les actifs numériques détenus, y compris ceux empruntés.
et c'est important de ne pas inclure les actifs numériques empruntés puisque ils sont pas réellement détenus par le contribuable qui a l'obligation de les rendre. Et enfin, la question la plus naturelle, c'est le traitement fiscal des intérêts pour le prêteur, puisqu'il y a les emprunteurs, mais également les prêteurs qui perçoivent des intérêts au fur et à mesure. Et là, il n'y a pas non plus de réponse très claire. Spontanément, on aurait tendance à se diriger vers la fiscalité des revenus de créance, mais les textes tendent à restreindre cette catégorie d'imposition aux revenus de créance de sommes d'argent, et les actifs numériques n'étant pas des sommes d'argent, on peut se demander s'ils pourraient rentrer dans cette catégorie. Et une autre analyse pourrait être une analyse assez technique, pourrait être de considérer qu'en fait, quand on perçoit des intérêts dans ce cadre, on fait un échange entre actifs numériques, puisque techniquement, c'est comme ça que ça se passe sur le protocole. Donc, ça pourrait être aussi une solution qui a l'avantage d'être simple et surtout de permettre une fiscalisation au moment de la cession en euros et pas au moment de la perception des intérêts, d'intérêts qui seraient seulement versés en actifs numériques. Donc voilà, c'est les grandes lignes des problématiques qui couvrent les opérations de prêt en pair à pair d'actifs numériques. Mais en matière de finances décentralisées, on a tout un tas d'opérations, toutes plus complexes sur le plan fiscal et technique d'ailleurs, les unes que les autres, qui apparaissent à un rythme qui ne peut pas évidemment être traité par l'administration fiscale. Je pense notamment à ce qu'on appelle le farming ou le liquidity mining, qui consiste en fait à fournir de la liquidité à des plateformes d'échange décentralisées pour percevoir d'une part une partie des frais des utilisateurs de cette plateforme d'échange et d'autre part des jetons distribués par le protocole pour inciter à son utilisation. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. On a d'autres opérations qui sont pas liées à la finance décentralisée, mais qui ont fait beaucoup de bruit, comme les airdrops, avec des services qui ont distribué leurs jetons, encore une fois, à des fins commerciales, comme l'a expliqué Pierre en introduction, et qui représentent une valeur monétaire. Donc, on sait pas non plus comment les fiscaliser exactement. Et on a toutes ces opérations, et on peut pas reprocher à l'administration fiscale de ne pas les traiter au jour le jour, puisque en fait, le rythme de l'innovation est heureusement un peu plus élevé que celui de l'innovation en matière de contenus fiscaux et de doctrine administrative. Voilà. Donc, le seul conseil qu'on peut donner dans ces cas-là, c'est de faire au mieux, faire au plus simple, sans se créer des obligations démesurées par rapport aux enjeux fiscaux et au risque fiscal, et évidemment lors de ces déclarations, mettre une mention express pour expliquer à l'administration fiscale sa méthode et éviter derrière des redressements et des pénalités trop importantes. Merci Alexandre. Voilà. Fabrice, est-ce que tu voulais apporter quelques précisions là-dessus avant qu'on passe aux salutations-réponses? Ouais, sur la défi, enfin sur la fiscalité au niveau des entreprises, comme a dit, je suis d'accord avec Alexandre, en fait c'est tout récent. Enfin voilà, je veux dire, la vague de défis, alors c'est un petit peu ancien, mais ça, on va dire, ça a pris de l'ampleur il y a 6 mois. Le traitement, pour ceux qui connaissent, enfin Uniswap par exemple, avec les pairs, du coup l'ajout du coût de liquidité d'une paire de cryptoactifs afin d'alimenter un pôle de liquidité, par exemple l'impairment loss, ceux qui interviennent à l'intérieur savent ce que c'est. Là comptablement, je ne sais pas le traiter pour l'instant. Enfin, il faut que je réfléchisse, que je vois quel est le risque en fait du fait de mes écritures comptables. Qu'est-ce que ça risque de générer comme effet de bord en termes de fiscalité. Et après, on verra, on fera des demandes auprès de l'administration fiscale pour sécuriser un petit peu, pour prendre le moins de risques fiscal. In fine, sachant qu'un bilan, on peut toujours le refaire. Hein. Une fois qu'une règle est sortie, si elle contredit ce qu'on a fait auparavant, c'est pas grave, on va refaire. On a très bien le droit de refaire une comptabilité qui va respecter les nouvelles règles. Mais voilà, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est pas si simple en termes de compréhension de flux économique ce qui s'est passé. Et pour les retraduire en comptabilité, c'est encore, il y a un gap. Et juste une précision, mais pour moi, c'est en filigrane de tout ce que j'ai dit. Mais théoriquement, toute opération économique qui a été réalisée par une entreprise doit trouver sa trace en comptabilité. Donc à partir de là, honnêtement, c'est tous les flux qu'on comptabilise. Du coup, c'est pas une fois qu'on a converti, ce que les gens font l'amalgame entre ce qui se passe dans le monde des particuliers, qui est un monde à part, et le monde des professionnels. Où là, on doit, autant sur le monde des particuliers, on ne fiscalise que quand on passe du monde crypto au monde fiat. Dans le monde des particuliers, Tintin, ça marche pas comme ça. Hein. On reste dans le monde crypto, on doit retracer tous les flux qui existent dans le monde crypto.
Voilà, donc ça reste, on a besoin encore de précision, on a encore, enfin, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue comptable, on est encore jeune sur les nouvelles règles. Et comme l'écosystème évolue très rapidement, enfin, il se passe pas 3 mois sans qu'il y ait une nouveauté, sans qu'on ait quelque chose qui détonne. Sauf qu'il faut nous laisser le temps après de l'ingurgiter et voir un petit peu comment ça va se traduire. Par exemple, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais enfin après, on va pouvoir le marquer après, mais tout ce qui est NFT, c'est encore relativement nébuleux d'un point de vue comptable. Comment est-ce qu'on va les traiter? Donc voilà, donc après, il faut faire confiance à son expert comptable puis à son commissaire aux comptes, trouver un schéma comptable qui satisfait à peu près tout le monde et voir les effets de bord en termes de fiscal. Et par pitié, prenez pas trop de risques d'un point de vue fiscal, voilà, parce que ça pardonnera pas le jour où il y aura un contrôle. Voilà un petit peu les petites précisions que je pouvais apporter. Merci Fabrice. Donc on retiendra surtout faire confiance à son expert comptable. C'est ce que j'ai noté dans la première phrase. Bon, plus sérieusement, donc on a passé en revue 4 grands types d'opérations. Comme on l'a dit plusieurs fois, évidemment, on peut pas tout détailler, tout passer en revue, sinon il faudrait faire une journée complète. Par contre, on a reçu beaucoup de questions pendant le webinaire. On ne pourra pas répondre là tout de suite à toutes les questions, mais il est prévu, comme la dernière fois, de rédiger un article qui reprend les questions posées et dans lesquelles il y aura évidemment les réponses. On va quand même en prendre une par intervenant. Peut-être la toute première, donc pour Fabrice, la question était, quand on a des crypto-monnaies en stock, faut-il comptabiliser les plus-values latentes en fin d'exercice? Tout dépend de la méthode de comptabilisation. Alors, il faudrait connaître l'activité de la société. Est-ce que c'est un trader ou pas? Déjà, ça va influencer. Est-ce que c'est pas la même règle comptable si vous placez des liquidités, du coup, en excédent que vous avez placé, mettons, je sais pas, 10 000 euros et vous avez acheté la crypto, mais c'est pas votre activité principale. Et si vous êtes un trader. Donc déjà, on va partir du principe que vous êtes un trader. Du coup, si vous, c'est pour ça que j'avais ouvert le débat tout à l'heure sur la réintégration de la dépréciation comptable. Vous pouvez pas ne pas, enfin, considérer que la provision, la dépréciation est déductible, et par contre ne pas fiscaliser le plus-value latente. Enfin, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vous faites. C'est que si vous dépréciez comptablement, il faudra fiscaliser d'une certaine façon, fiscaliser d'un point de vue fiscal, enfin fiscaliser la plus-value latente. À contrario, en fait, tout dépend du schéma que vous allez adopter. En fait, ça peut pas être fromage et dessert. Il va falloir choisir. Donc, soit vous considérez que la provision, la dépréciation est déductible, d'accord. À ce compte-là, il faudra considérer que les plus-values latentes prises individuellement ne fait pas de compensation. Hein. Donc, prise individuellement, vous ferez votre réintégration sur votre 2058C dans la liasse fiscale. Enfin, le confrère fera la réintégration. Voilà. Et si vous considérez, à contrario, que la provision n'est pas, du coup, n'est pas déductible, à ce compte-là, donc il y a une réintégration de la provision. À ce compte-là, on peut considérer que la plus-value, on pourra neutraliser d'une certaine façon la plus-value latente. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un équilibre dans les schémas comptables qui sont adoptés. On ne peut pas avoir une dépréciation comptable déductible et de l'autre côté, ne pas fiscaliser le plus-value latente. Sinon, vous êtes gagnant sur tous les tableaux, on va dire. C'est en gros, le cours baisse, vous êtes gagnant, le cours monte, vous êtes gagnant, parce que vous ne fiscalisez pas la plus-value latente. Ça, l'administration fiscale, je doute qu'elle l'entende. Ou qu'elle l'accepte plutôt. Merci Fabrice. Je vais désormais poser une question à Blanche peut-être. Donc nous avons un participant qui nous pose la question de savoir si j'ai bien compris, un particulier ne peut faire de staking. Par exemple, pour certains exchanges centralisés, ils demandent de staker des jetons pour bénéficier des services qu'ils proposent. Comment cela fonctionne pour un particulier? Est-ce que ça peut être déclaré comme un revenu mobilier? Merci Charlotte. Si, un particulier peut tout à fait faire du staking. On est encore libre de faire ce genre d'opération en France. En revanche, sur la question de savoir comment c'est fiscalisé, voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'administration ne s'est clairement prononcée que sur le mining et pas sur le staking. Et qu'en outre, ce qu'elle a dit sur le mining, comme Alexandre l'a évoqué, c'était pas forcément exactement ce qu'on pense, nous, qui devrait être. Donc, on peut très bien construire des raisonnements pour faire des choses différentes tant qu'on est sérieux et argumenté. Et moi, je suggérerais quand même de se faire aider d'un avocat là-dessus s'il y a des gros enjeux. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que en fonction du type de protocole, etc., et de la façon dont c'est fait, on aura plus ou moins d'arguments pour expliquer à l'administration fiscale que c'est un revenu passif ou que c'est un revenu actif. Voilà, il me paraît un petit peu hâtif de penser que tous les revenus du staking sont forcément des revenus actifs. Et donc, selon le contexte, vous pourrez certainement argumenter autre chose. Vous pourrez peut-être, et c'était l'option que suggérait Pierre, vous pourrez peut-être trouver des arguments pour les soumettre à la flat tax.
après tout, c'est le plus simple, et tant que vous ne faites pas d'évasion fiscale en faisant ça, tant que vous êtes imposé, il y a sûrement des arguments pour le faire, ou alors des arguments peut-être, pourquoi pas, sur une imposition en revenu mobilier. Voilà, ce serait un peu plus original, mais ça ne me paraît pas totalement impossible d'y arriver. Merci beaucoup Blanche. Une question pour Pierre cette fois. J'ai miné des crypto-monnaies et j'en ai acheté dans le même temps. À l'heure actuelle, je me sers de ces cryptos pour trader. Je ne suis jamais repassé en fiat. À quelle personne dois-je m'adresser dans un premier temps pour la fiscalité? Alors, en effet, donc il y aurait déjà deux types de revenus. Il y a les revenus issus du minage, il y aurait les revenus issus du trading. Je pense que en fonction de la taille, enfin de la fréquence et des revenus générés, il y a une décision ou non de contacter soit un expert comptable, soit un avocat fiscaliste. Donc, et après, si ces revenus sont minimes, soit cette personne peut le faire soi-même, et donc il y a un petit peu de travail à construire un Excel et retravailler l'intégralité de ces transactions et de calculer après l'opération. Deuxième option qui est ce qu'on fournit, donc c'est des logiciels fiscaux qui permettent de le faire seul, mais en étant accompagné via nos outils d'assistance en ligne. Et après, donc comme j'avais dit, le troisième option, surtout si ces revenus sont conséquents, de contacter un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Ce qui me paraît les trois options les plus saines. Et ce qui montre encore une fois l'incohérence de l'imposition en BNC au moment de la cession en euros. Parce qu'il peut se passer des années entre le moment où on perçoit le revenu du ménage et le moment où on les vend en euros. Et il peut se passer plein de trucs, dont du trading entre-temps. Merci à tous les deux. Du coup, je vais poser une dernière question à Alexandre. Est-ce qu'un associé unique réalisant un apport en compte courant bloqué, convention de blocage du compte courant via le transfert de son portefeuille cryptoactif, se verra imposer à l'IR? Donc sans toucher de fiat, un simple transfert de wallet perso à un wallet de la société. Merci Charlotte, ça rejoint un peu la question du prêt d'actifs numériques et de ses conséquences fiscales. Si on analyse l'opération comme un prêt, il faut s'interroger pour la fiscalité de la personne physique qui fait ce prêt au profit de sa société, s'il y a un fait générateur d'imposition et en matière d'imposition des plus-values sur actifs numériques, le fait générateur, c'est la cession à titre onéreux d'actifs numériques. Donc, il faut regarder si cette opération constitue une cession à titre onéreux et un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Le prêt en tant que tel n'a jamais été assimilé dans aucune autre opération comme une cession à titre onéreux. En revanche, si ça devient un échange ou alors une vente à terme parce que en fait le prêt n'est jamais remboursé ou parce il est remboursé dans un actif différent, eh bien l'échange pourrait présenter un caractère onéreux et être assimilé à une cession et en conséquence constituer une cession imposable, un fait générateur d'imposition. Très bien. Merci beaucoup Alexandre. Merci à tous. Merci également aux participants qui nous ont tous écoutés aujourd'hui. Vous allez donc recevoir un questionnaire de satisfaction dans lequel se trouvera également le lien vers la vidéo du premier webinaire pour ceux qui l'ont malheureusement raté. Et vous recevrez d'ici quelques jours un autre mail avec le lien vers ce webinaire ainsi que la présentation PowerPoint. Merci beaucoup Merci. Charlotte. Merci à tous les intervenants. Donc, je l'ai dit il y a 2 minutes, mais je le répète une deuxième fois pour toutes les personnes qui auraient posé des questions, et elles sont nombreuses, auxquelles on n'a pas répondu là tout de suite. On les a toutes recensées et on va travailler, enfin, je dis on, les intervenants surtout, vont travailler sur un article qui présentera de façon synthétique les réponses à ces différentes questions. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci à tous. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.